Donc, je vous présente Marc Chenet, qui est professeur de finance. Ouais, vous pouvez l'applaudir parce que il vient de Zurich. Il est venu aujourd'hui dans notre pays breton. Zurich, c'est pas là à côté, dans notre pays fan terre. Donc, il a eu cette délicatesse et pour nous, c'est un honneur qu'il soit présent à nos côtés pour défendre son projet. Et vous verrez qu'entre le sien et le nôtre, il y a du lien. Voilà, à toi, Marc. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content d'être ici ce soir et de présenter le concept de microtaxe sous une autre forme. Par ailleurs, vous verrez les différences et on pourra en discuter. Alors, pour commencer le programme, puisqu'on a au moins jusqu'à 2h du matin, c'est bien cela, donc c'est bon. Je commencerai avec l'état des lieux, parce qu'avant de parler de solutions, il serait judicieux certainement de voir où on en est, de voir quels sont les problèmes, donc l'état des lieux. Et vous vous souvenez probablement qu'il y a environ 10 ans, une banque est tombée en faillite, la banque Lehman Brothers. Et donc, au-delà de la faillite d'une banque, il s'agit malheureusement de la faillite d'un système qui est en fin de course et il faut vraiment trouver d'autres solutions. Et la microtaxe en est une. J'évoquerai ce qu'est la finance casino et sa montée en puissance. Et puis je terminerai donc avec ce concept de microtaxe. Je me baserai sur mon article dans Sud-Ouest, publié en décembre dernier, ainsi que sur mon livre. Voilà. Merci. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? J'ai lu l'été dernier le dernier rapport annuel de la banque Lehman Brothers. C'était un monument de propagande. Quelques mois avant la faillite de cette banque, tout allait bien. Ils étaient excellents, pour reprendre leur terme. Durables, excellents, philanthropes, tout allait bien. Et quelques mois après, ils avaient disparu. Et j'ai lu les rapports annuels des grandes banques au niveau international, dont 3 françaises, et on retrouve les mêmes mots. Tout va bien, c'est excellent. Ils gèrent le risque. Les Lehman Brothers géraient de manière optimale le risque, paraît-il. Ça n'a pas empêché cette banque de tomber en faillite. Donc les signaux financiers, économiques, environnementaux, politiques et sociaux sont au rouge. Notre société est confrontée à des défis majeurs. J'en nommerai 4 ce soir. Tout d'abord, un système fiscal archaïque, complexe, injuste, bureaucratique. Personne ne sait exactement en France combien on a d'impôts, de taxes, de cotisations, de contributions. Alors certains citent le chiffre de 214, si on se concentre que sur les taxes. Après ça, avec les cotisations, etc., on arrive à 300, 400, 450, 450. En tout cas, bien plus que le nombre de fromages dans ce pays. On ne sait pas exactement, c'est un maquis. Il faut le simplifier, le système. Second défi majeur, nous sommes confrontés à la montée en puissance de la finance casino, où les paris, les dettes remplacent finalement les investissements et l'épargne. Donc j'y viendrai un peu plus tard. Par ailleurs, la digitalisation de l'économie, on en parle souvent. Bientôt, dans nos villes, on aura des taxis sans chauffeur. Les caisses dans les grands magasins, les caissières seront remplacées par des caisses automatiques. Et à un certain moment, il va falloir trouver des solutions, parce qu'une démocratie ne peut pas fonctionner avec 30, 40, 50% sous-emploi. Donc, quelles sont les solutions ? La microtaxe permettrait d'aller de l'avant. Dans une économie qui fonctionnerait bien, les progrès technologiques, dont la digitalisation, devraient permettre de moins travailler. Dans une économie qui fonctionne mal, et comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, au lieu de générer du temps libre, ces progrès technologiques génèrent du sous-emploi, voire du chômage. Finalement, le réchauffement climatique, qui est malheureusement actuellement une vérité. Nous sommes confrontés au réchauffement climatique. Il faut prendre des décisions rapidement pour nous et pour les générations à venir. Alors, pour le prochain transparent, les mesures prises par les gouvernements au niveau international ne portent pas vraiment leurs fruits. La finance casino, j'y ai fait allusion, se développe. Les capitaux propres des grandes banques sont très peu suffisants, sont insuffisants. Il faudrait atteindre 20%. C'est ce qui est demandé lorsqu'on souhaite acheter un appartement, lorsqu'on s'endette. Pour acheter un appartement, il faut mettre 20% de la somme sur la table. Les grandes banques devraient s'appliquer à elles-mêmes ce taux. Actuellement, elles sont à 3-4%, dans le meilleur des cas.
Donc, on s'approche d'un transparent. Donc, en dépit des rapports, des rapports annuels flatteurs, en dépit de ça fait environ 20 millions par an de francs. Vous savez ce qui s'est passé avec le cours de l'action de cette société, c'est sur le transparent qui suit. Le cours a chuté de 70%. Donc voilà, c'est un monsieur qui est resté directeur d'une grande banque, et encore une fois, en France, on a le même type d'exemple, les choses soient claires. Le cours de la banque en question chute de 70% et il perçoit 20 millions par an. Alors ce n'est plus du libéralisme, c'est l'escroquerie. Les choses soient claires, c'est de l'escroquerie. On peut argumenter en disant, voilà, en cas de succès, les bonus sont justifiés, on peut discuter. Mais là, c'est un échec flagrant, y compris de son point de vue. Voilà. Merci. En France, bon, les grandes banques aussi ont des tailles disproportionnées. Les bilans additionnés des quatre grandes banques qui apparaissent ici ont représenté 281% du PIB national, c'est énorme. Après ça, si on regarde ces fameux produits dérivés qui sont cachés sous la table, donc hors bilan de ces grandes banques, juste brièvement, ils correspondaient pour BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, environ à 29% du PIB mondial, pas de la France, du PIB mondial, 29%, 22%, 18% du PIB mondial. C'est énorme. Nous sommes confrontés à ce problème parce que nous, contribuables, payons les factures chaque fois que le système dérape. Et il dérape régulièrement. Donc la moindre des choses serait de nous informer sur les risques encourus par le système. Merci. Alors ce qui est nouveau entre maintenant et il y a 10 ans, c'est ce qu'on appelle la finance de l'ombre. Finance de l'ombre, oui, ça existe. Surprenant, vous avez entendu parler de BlackRock, on en parle régulièrement. De quoi s'agit-il? D'institutions financières qui ne disposent pas de licence bancaire. Prenons un exemple, la route, les voitures. C'est comme si vous aviez des chauffeurs disposant d'une licence, d'un permis de conduire en l'occurrence, et d'autres qui n'en disposaient pas. Voilà, ça serait autorisé. Ah, vous n'avez pas de permis, c'est pas grave, continuez. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne avec la finance de l'ombre. Pourquoi l'économie aurait-elle besoin d'une finance de l'ombre? Au nom de quoi, précisément? Alors, effectivement, on a affaire à la faillite d'un système, au-delà de la faillite de Lehman Brothers, il y a 10 ans. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la faillite d'un système et il va falloir trouver des solutions rapidement. Donc les dettes, les paris et le cynisme ont pris le pas aujourd'hui sur l'épargne, l'investissement et la confiance. Donc ce processus plonge la société dans une crise permanente. Tout cela génère un risque systémique pour l'économie. Les profits sont privatisés et les profits sont privatisés, les pertes socialisées, c'est-à-dire nous payons les pots cassés, nous payons les factures. Je vous donne un autre exemple des problèmes actuels, distribution attendue des revenus annuels. Sur cette petite planète, nous sommes environ 7,5 milliards d'habitants. J'ai bien mis distribution attendue, ce à quoi on pourrait s'attendre si le système fonctionnait plus ou moins correctement. Donc vous voyez, ici les individus les plus pauvres seraient peut-être là au niveau mondial, avec 1000 francs, 1000 euros par an, et puis les plus riches peut-être 10 millions. Maintenant sur le transparent suivant, on va voir la distribution réelle. Que voit-on? Rien. Absolument rien. Nous sommes fatigués, même avec des lunettes on ne verra rien. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir écrit 10 millions, j'ai écrit 4 milliards. Donc vous avez effectivement des individus qui sont capables de générer, non pas sous forme de richesse, je parle du revenu annuel, 3-4 milliards de dollars par an. Environ 70% de la population mondiale survit avec moins de 10 dollars par jour, invisible par rapport à 3-4 milliards par an. Un pays comme le Brésil, salaire moyen 10 000 euros par an, invisible par rapport à 3-4 milliards par an. Suisse, pays plus riche, peut-être un revenu moyen pour une famille de l'ordre de 80 000 euros par an, invisible par rapport à 3-4 milliards d'euros. Au bout du compte, 99% de la population est invisible. Ça pose des problèmes démocratiques, puisque ceux qui sont là dans cette barre verticale, pas encore, mais ça va venir, ceux qui sont dans la barre verticale, merci, peuvent acheter des médias comme nous une crêpe. Donc les médias sont contrôlés. Alors effectivement, maintenant par rapport au transparent, merci suivant, où est l'empathie?
Donc, bon voilà, la misère côtoie la richesse la plus flagrante. L'empathie disparaît, elle est remplacée souvent par l'arrogance. Autre caractéristique de la finance casino, vous voyez, un découplage ici entre, en bleu, les cours des actions en Europe, des plus grands cours, des plus grandes sociétés européennes, en bleu, et puis en rouge, le profit de ces mêmes sociétés. Hein, si vous étudiez à l'université, quelle que soit l'université dans le monde, l'économie ou la finance, vous apprendrez d'emblée que les cours des actions doivent refléter les profits attendus de ces mêmes entreprises. Et là, au lieu d'une convergence, on observe une divergence. Donc ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Et pourquoi les cours augmentent? Parce que les banques centrales injectent des montants énormes dans la finance, dans l'espoir que les grandes banques utilisent cet argent pour prêter à l'économie, aux entreprises. Elles ne le font que trop rarement. Donc là, les profits relatifs stagnent. Mais c'est la même situation aux États-Unis. Donc découplage, pour résumer, nous sommes confrontés à un découplage entre les marchés d'actions et les profits des entreprises, à une croissance attente sous perfusion de dette qui ne cesse d'augmenter. La croissance augmente dans un certain nombre de pays, y compris les États-Unis, parce que le pays s'endette, ou les pays s'endettent. Donc c'est facile de générer de la croissance si on s'endette. À un moment, il va falloir rembourser. Donc on est confronté à cette importance prise par la dette et par les paris spéculatifs. Alors, si je m'arrêtais là, on pourrait dire, voilà, on a affaire à des problèmes techniques. Donc les solutions sont techniques aussi, réduisons la dette, investissons plus. Mais les problèmes sont plus profonds, il s'agit d'une crise des valeurs. Et je vais citer rapidement quelques exemples. Monsieur Kerviel, vous vous souvenez de lui probablement, qui a travaillé pour Société Générale, est allé en prison. Il a été accusé il aurait fait perdre à la Société Générale 4,9 milliards d'euros. Et donc la police a saisi ses courriels, et voilà ce qu'il disait dans un de ses courriels. Dans une salle de marché, le modus operandi idéal tient en une phrase. Savoir prendre le maximum de risques pour faire gagner à la banque le maximum d'argent. Au nom d'une telle règle, les principes les plus élémentaires de prudence ne pèsent pas lourd. Au sein de la grande orgie bancaire, les traders ont juste droit à la même considération que n'importe quelle prostituée de base. La reconnaissance rapide que la recette du jour a été bonne. Je continue. Monsieur Touré, qui est un centralien, qui a aussi étudié à Stanford, était recruté à l'âge de 22 ans par la banque Goldman Sachs. Il y a eu un procès à New York contre cette même banque. Cette banque a profité de ses clients et a vendu à ses clients des produits douteux. La police aux États-Unis a aussi saisi ses courriels, et voilà ce qu'il écrivait dans un de ses documents. De plus en plus d'effets de levier, c'est-à-dire de plus en plus de dettes, justement, dans le système. L'édifice tout entier peut s'effondrer à chaque instant. Quand je pense que c'est un peu moi qui ai participé à la création de ce produit, le genre de truc que tu inventes en te disant « et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien, qui est complètement conceptuel et hautement théorique et que personne ne sait pricer, c'est-à-dire évaluer combien ça vaut, dire combien ça vaut. » Ça fait mal au cœur de voir que ça implose en plein vol. C'est un peu comme Frankenstein qui se retourne contre son inventeur. Autre exemple, le troisième, M. Paul, qui était trader à New York, a écrit plusieurs articles et un livre. Et voilà ce qu'il disait. Durant ma dernière année à Wall Street, mon bonus était de 3,6 millions de dollars. Et j'étais furieux. Car ce n'était pas assez. J'avais 30 ans, pas d'enfants, pas de dette à rembourser, pas d'objectif philanthropique à l'esprit. Je voulais plus d'argent, pour exactement le même motif qu'un alcoolique a besoin d'un autre verre. J'étais intoxiqué. Non seulement je n'aidais pas à trouver des solutions aux problèmes du monde, mais j'en profite. Je résume. 3 exemples. Le premier se compare à une prostituée, le second à Frankenstein, et le troisième dit qu'il est drogué. Il s'agit d'une crise des valeurs. Il s'agit de personnes qui confondent l'être avec l'avoir, qui pensent qu'ils existent parce qu'ils possèdent. Et là, on est confronté à un problème. Voilà. Je pourrais citer aussi M. Lord Craig Blankfein, qui est le directeur de la banque Goldman Sachs. Voilà ce qu'il a dit en 2009. Il a dit qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu, rien que cela. Parce que ça, c'était du cynisme à l'état pur. Alors, l'innovation financière, avant d'en venir aux solutions, je vais donner un exemple d'innovation financière. Elle est présentée comme étant quelque chose de positif par les médias. Donc, s'il y a quelque chose de nouveau, c'est par définition bien. C'est par définition bien. Alors, une partie de l'innovation financière est utile. La carte bancaire, ce qu'on effectue à retrait, c'est bien. C'est utile pour nous tous.
Mais d'autres innovations peuvent générer des problèmes. Alors je vais me centrer effectivement sur ces fameux produits dérivés structurés et peut-être attirer votre attention sur certains problèmes parce que vous pourriez être tenté d'acheter certains de ces produits. La publicité est ciblée à certains moments de l'année. Il vaut mieux savoir à quoi on a affaire. Donc, ces produits dérivés correspondent à 9 fois, 10 fois le PIB mondial, donc il faut savoir comment ils fonctionnent. Alors, je vais continuer. Voilà. Un exemple, vous lisez les journaux, il est fait allusion parfois à ce qu'on appelle un credit default swap. Alors, bon, a priori, on ne sait pas trop ce que c'est. On peut aller sur Google et on va trouver que c'est un produit qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut d'un paiement d'une entité de référence. Très bien, on n'est pas très avancé. Vous savez, le langage est toujours complexe. Les financiers s'adressent aux financiers. S'adressent aux financiers. Donc, qui peut comprendre? Donc, peut-être sur le transparent suivant, je peux illustrer de quoi il s'agit. Lorsqu'une banque fournit un prêt à une entreprise, là-haut, ce que j'ai appelé le montant X, et que l'entreprise, comme d'habitude, a des contrats d'assurance avec une société d'assurance, tout est en ordre, et après ça, sur le transparent suivant, effectivement, si la banque craint que l'entreprise ne soit pas en situation de rembourser ce montant, par exemple 10 millions, non, pas encore, pas encore, pas compliqué. Non, merci bien, merci, parfait. Si la banque craint donc que l'entreprise ne soit pas en situation de rembourser ce montant, X, par exemple 10 millions de francs, elle va acquérir ce qu'on appelle un credit default swap, c'est-à-dire un produit qui va lui permettre de se couvrir. Donc, si l'entreprise ne rembourse pas les 10 millions, mais seulement 3 millions de francs, eh bien, la banque percevra la différence, 7 millions, de la part de l'assurance, de la compagnie d'assurance. Donc jusqu'à là, c'est bien, c'est un produit d'assurance. Je reviens en arrière, je reviens en arrière, encore, merci bien. Et il y a souvent une petite remarque, c'est comme pour les médicaments. Lorsque vous allez à la pharmacie, vous achetez un médicament, il est fait allusion aux effets secondaires. Là, il faut faire attention, ce qui est écrit. Il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour entrer dans un contrat de CDS. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas nécessaire d'être exposé à un risque pour se couvrir. Il n'est pas nécessaire, la parabole serait la suivante, il n'est pas nécessaire de posséder une voiture pour acheter une assurance voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien, c'est moderne, c'est le 21e siècle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne possédez pas de voiture, pourquoi serions-nous autorisés à acheter une assurance voiture? C'est ce qui est écrit là, pas pour les voitures, mais pour ce type d'assurance. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce n'est plus une assurance, c'est autre chose. Alors je continue. Ça voudrait dire que nous serions autorisés à acheter une assurance voiture sur la voiture du voisin. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si nous savons que le voisin en question conduit mal, eh bien nous pourrions être tentés d'acheter une assurance voiture sur sa voiture. Qu'est-ce que ça serait? C'est une assurance? Non, c'est un pari. C'est un pari sur quoi? C'est un pari sur son accident, bien sûr. Alors c'est présenté, c'est enrobé comme étant une assurance, c'est un pari sur l'accident. Et puis, comme rien n'est régulé à ce niveau-là, on peut en acheter non seulement une, soi-disant assurance, mais 10, mais 100. Et si on peut en acheter autant, bien sûr que ça génère des incitations à être sûr que le voisin aura bien la voiture, aura bien l'accident. Donc, pendant la nuit, pendant qu'il assiste à une conférence comme celle-ci, aller dans son garage, manipuler sa voiture pour que le lendemain matin, il ait bien son accident. Voilà. C'est bien sûr interdit avec les voitures, parce que ça générait ce type de problème. C'est autorisé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2019, dans le monde de la finance, après des milliers et des milliers de pages de régulation. Il suffit de 2 phrases, c'est tout simple. Vous, comme pour les voitures, je prends l'exemple de la voiture, vous possédez une voiture, vous devez acheter une assurance voiture, et vous n'êtes pas autorisé à acheter une assurance sur la voiture de votre voisin. Voilà pour résumer. Voilà, maintenant je vais de l'avant. Ce qui s'est passé, donc, c'est qu'une banque comme celle-ci achète plus de contrats. Au bout du compte, c'est un pari sur la faillite de l'entreprise, non pas sur l'accident du voisin, mais sur la faillite de l'entreprise. Et une autre banque peut intervenir dans ce jeu. Elle achète des produits soi-disant de couverture, mais des paris sur la faillite d'une autre entreprise. Au bout du compte, effectivement, ces banques à gauche génèrent des profits lorsque l'entreprise à droite tombe en faillite. Comment se fait-il que dans notre économie aujourd'hui, des grandes banques génèrent du profit lorsque leurs clients tombent en faillite? C'est un non-sens. Les entreprises
sont supposés prospérer lorsqu'il en est de même pour leurs clients. Pas l'inverse. Ici, les grandes banques prospèrent lorsque les clients tombent en faillite. Absurde. Vous savez, je suis professeur, peut-être que ce que je dis est purement théorique, et ça serait mieux ainsi. Le fait est que, malheureusement, ça a eu lieu, justement avec Lehman Brothers. Je reviens au début de ma présentation. En haut à droite, vous avez la banque Lehman Brothers, à la place de l'entreprise. À gauche, vous avez d'autres banques qui ont parié sur la faillite de Lehman Brothers, comme la banque Goldman Sachs et d'autres en Europe. Et au milieu, vous avez une société d'assurance, AIG, qui a vendu tous ces produits en se disant que, finalement, Lehman Brothers ne tomberait jamais en faillite. Et, oui, je vous en prie. C'est encore une autre structure. Mais c'est vrai que ça correspond à la structure de la finance casino. C'est-à-dire une structure de pari, mais c'est pire qu'un casino. Parce que quand on va au casino, d'abord on prend nos responsabilités, le plus souvent c'est notre argent, et puis on est capable de calculer plus ou moins les probabilités de gain et de perte. Là, il parie. Quand ça tourne bien, il conserve les profits. Quand ça tourne mal, nous en tant que contribuables, nous payons la facture. Je vais de l'avant avec un dernier exemple à ce niveau-là, qui nous concerne en France. Vous avez entendu parler de ce produit Doubleau, peut-être? Non? Tant mieux alors, je dirais. C'est un produit qui avait été lancé à l'époque par les caisses d'épargne et qui proposait, comme son nom l'indiquait, puisque ce produit a disparu, de doubler la mise. On parle de mise, on parle toujours de casino là. Alors, de quoi s'agissait-il? Il faut faire attention parce que ces produits reviennent sous une autre forme. Demain, ça s'appellera Triplo, donc attention. Donc, de quoi s'agissait-il? Vous aviez un panier, donc un ensemble de 10 actions, environ, et si donc, les gens investissaient par exemple 100 000 € au 1er janvier, ça durait 6 ans, et si après 6 ans, aucune de ces 10 actions n'avait chuté pour atteindre un certain seuil, les investisseurs doublaient leur mise, donc ils récupéraient après 6 ans 200 000 €. Parfait. Maintenant, il suffisait qu'une des 10 actions chute pour que, on disait, ah oui, mais vous récupérez les craintes, vous récupérez vos 100 000 €. Donc c'était un produit dit à capital garanti, c'est pour ça qu'il n'y avait aucun contrôle en France. Le problème, c'est qu'après, la plupart des gens n'ont pas vu la couleur de ce doublement de la mise, puisqu'il faut être naïf pour croire qu'en l'espace de 6 ans, aucune des 10 actions vont chuter, parce que la banque, la caisse d'épargne avait fait très bien les choses. Vous avez des actions en France, en Asie, en Australie, aux États-Unis. Donc c'était tellement bien diversifié que c'était quasiment sûr qu'une des 10 chute. Donc les clients sont revenus après 10 ans, et bon, on veut récupérer notre mise, et la caisse d'épargne dit oui, bien sûr, mais vous savez, c'est sans les commissions, il ne faut pas oublier les commissions. Donc quasiment tous les clients ont investi un certain montant et ont récupéré par exemple 100 000 francs, et ont récupéré après 6 ans 95 000, 96 000. Bon, c'est de l'escroquerie. Il faut le savoir. On attend autre chose des grandes banques. Voilà, donc maintenant pour aller de l'avant, donc la microtaxe, j'en viens aux solutions. Il y a de nombreuses solutions et on va se focaliser sur la microtaxe. Mais donc j'y viendrai à la fin de ce transparent. Certification des produits financiers dans tous les secteurs d'activité, les activités automobiles, pharmaceutiques, etc. Vous avez un processus de certification. Il faudrait qu'il en soit de même dans le secteur banquier. C'est-à-dire que les produits que se proposent de vendre les banques soient certifiés pour être sûr qu'ils ne soient pas toxiques. Second point, amélioration et simplification de la régulation. Encore une fois, vous avez des milliers et des milliers de pages. On aura besoin d'un texte bien plus court, 20, 30 pages, que tout le monde soit susceptible de comprendre, dans un langage clair. Donc. Séparation des banques entre les banques de dépôt et d'investissement, ce n'est pas une utopie, ça a fonctionné aux États-Unis, grâce au président Roosevelt, ça a fonctionné entre 1933 et 1999. Monsieur Clinton, président des États-Unis, a aboli ces lois. Et les lobbies de la finance étaient très heureux. Ça permettait de séparer les banques où nos salaires sont versés des banques qui jouent au casino. Veillez à ce que... Non. Voilà, merci. Veillez à ce que les bonus soient en adéquation avec les profits. Donc j'ai cité l'exemple d'un ancien directeur du Crédit Suisse. Les exemples sont légion, y compris en France. Il est absurde de donner des bonus en cas d'échec flagrant. Forte réduction de l'endettement des banques systémiques, effectivement. Les niveaux de dette sont bien trop élevés. Révision de l'enseignement de l'économie et de la finance. Il faut s'en préoccuper, finalement.
Les étudiants, dès qu'ils étudient l'économie, ils de comprendre, savoir comment fonctionnent les prix. Introduction du microtaxe, j'y viens, mais je voulais d'abord dresser le tableau sur tous les paiements électroniques. Alors là, c'est une autre version, effectivement. Il s'agit de l'ensemble des paiements effectués de manière électronique. Donc, au-delà des paiements scripturaux, déjà avec les paiements scripturaux, on arrive à une solution. Mais l'ensemble des paiements électroniques dans une économie, donc si on rajoute les transferts entre les grandes banques, par exemple, on multiplie environ par 10 le chiffre cité. Donc si on multiplie par 10 le chiffre cité, on peut diminuer d'autant le taux de microtaxe. Donc on peut diviser par 10. Donc on est de l'ordre de 0,1-0,2%. Simplement pour donner une idée. Donc tous les paiements électroniques. Donc bien sûr on va au restaurant, si on paye avec la carte de crédit, on retire au distributeur automatique, on achète des actions et c'est ces échanges entre les grandes banques. Là c'est une vraie question, on en a parlé souvent et on peut effectivement avoir deux points de vue différents. Moi ce que je pense c'est qu'il faut mettre le secteur financier à contribution. Donc c'est vrai qu'en Suisse c'est plus facile puisque la Suisse ne fait pas partie de la zone euro, elle fait partie de l'Union européenne. Mais en France aussi, à un certain moment, il faudrait que les responsables politiques décident et réfléchissent à ce qui est plus important, c'est-à-dire satisfaire M. Juncker et Bruxelles, et son équipe à Bruxelles, ou satisfaire le bien commun. Donc je pense qu'il est important, c'est satisfaire le bien commun. Donc effectivement, ça peut contredire un certain nombre de traités signés, mais ce n'est pas la première fois, d'ailleurs y compris à Bruxelles, que des traités auront été signés et pas appliqués. Donc pourquoi s'en priver? Donc, excusez-moi, donc il s'agirait de prélever un impôt sur toutes les transactions électroniques qui permettrait d'introduire des grains de sable dans les rouages de la finance casino. Parce que cette finance casino vit sur la base de transactions électroniques. Si vous introduisez ne serait-ce que 0,1% sur toutes les transactions, ça va par exemple faire disparaître ce qu'on appelle les transactions à haute fréquence. Actuellement, les grandes banques achètent et vendent des actions à la milli ou à la microseconde. C'est absurde. L'économie ne fonctionne pas à la milli ou à la microseconde. C'est une sorte de casino à la vitesse de la lumière. Ça rendrait les flux financiers plus transparents. On en a besoin, puisqu'encore une fois, nous assumons les risques, nous contribuables. La moindre des choses serait de nous informer en ce qui concerne ces risques. Quels sont ces volumes immenses qui circulent au-dessus de nos têtes? Simplifierait un système fiscal archaïque, complexe et bureaucratique, oui. Combien de taxes, encore une fois, d'impôts? 200, 300, 400, 500? Simplifions le système. Au lieu de rajouter des impôts comme certains souhaitent le faire d'ailleurs. Réduirait la charge fiscale pour la plupart des foyers d'entreprise? Certainement. Non seulement la charge fiscale, mais dans le projet qu'on tente de réaliser en Suisse, et qui pourrait peut-être un jour voir le jour ici, l'idée de s'attaquer d'emblée à la TVA. D'emblée, parce que c'est un des impôts les plus injustes que l'on puisse imaginer. Et s'attaquer à la TVA, c'est pas seulement baisser les impôts, mais c'est aussi faire disparaître la bureaucratie qui est liée à la TVA. Excusez-moi, il y avait une dernière phrase, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il permettrait de taxer les transactions plutôt que le travail. J'ai fait allusion à 4 défis majeurs au début de ma présentation. L'un d'entre eux était justement la digitalisation de l'économie. Dans ce cadre, il est absurde de taxer le travail. Cessons de taxer le travail. Taxons les transactions. Donc plus concrètement, l'impôt serait payé lors de chaque versement électronique. Hein, j'y ai fait allusion. Facture chez le restaurant, chez le coiffeur, tout ce qu'on fait avec une carte de crédit, avec un téléphone, avec un ordinateur. Par contre, vous retirez 100 francs au distributeur automatique, vous payez 10 centimes d'impôt automatiquement, et ce que vous faites avec le liquide n'est plus taxé presque. On ne joue plus au carreau là, pour simplifier le système. Alors, on voit pas en haut, mais en France, donc, les transactions, je lis ce qui est écrit en haut, en France, les transactions électroniques sont de l'ordre d'au moins 100 fois le PIB. Au moins, je te dis au moins 100 fois. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Si nous avons des comptes au sein de la même banque, par exemple BNP Paribas, les transferts au sein de cette même banque ne sont pas pris en considération dans les statistiques. Donc, ça laisse de la marge de manœuvre. Un taux de 0,1% génère un montant permettant de faire disparaître largement la TVA. Largement. Si on passe à 0,2%, l'impôt sur le revenu et la CSG pourraient aussi être supprimés. Bon, après ça, on va plus loin. On peut commencer à rembourser la dette. On peut commencer à répondre au 4e défi auquel j'ai fait allusion, le réchauffement climatique. Financer la transition énergétique. En passant à 0,4% par exemple. Mais tout ça reste faible. Hein. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4%. Reste faible.
Donc beaucoup de possibilités. La microtaxe en Suisse. Donc en Suisse, par chance, nous disposons d'une démocratie directe. Donc à partir du moment où 100 000 citoyens signent une pétition, eh bien, la population va devoir s'exprimer sur ce texte. Donc nous espérons commencer avec la récolte des signatures dans quelques mois. Et nous aurons 18 mois pour récolter les 100 000 signatures. Et si nous y arrivons, donc l'État organisera ce vote. Donc ça, c'est une grande différence avec ce qui pourrait exister un jour en France. C'est-à-dire qu'en France, le Parlement est susceptible de bloquer tout type d'initiative. Il faudrait que les parlementaires soient aussi d'accord. Ce n'est pas le cas. En Suisse, il s'agit de 100 000 citoyens. On ne demande pas à ces citoyens s'ils sont parlementaires, étudiants, profs ou agriculteurs. Donc, on peut aller de l'avant. Donc, on a envisagé une somme, donc 0,2% suffirait, générer un montant supérieur à tous les impôts en Suisse. Et ce n'est pas non plus l'idée, parce qu'il y a des impôts qui sont utiles. Par exemple, les impôts sur le tabac ou l'alcool. L'idée n'est pas de donner plus d'incitation aux plus jeunes en particulier à boire plus ou à fumer plus, donc que les choses soient claires. Donc, il faut se cibler sur certains impôts, dont la TVA, la CSG, etc. Et donc, sur le transport, merci. Suivant, si on travaille avec 0,1% en Suisse, on va générer un montant de 100 milliards de francs qui permettrait de faire disparaître la TVA. On aura besoin pour la TVA de 23 milliards. Ce qu'on appelle l'impôt direct, ou l'impôt sur le revenu, 21 milliards de droits de timbre. Donc on aurait besoin de 46,5 pour arrondir 47 milliards. Avec 0,1%, nous pourrions générer 100 milliards. Donc une grande marge de manœuvre. Et avec ce qui reste, justement, financer la transition énergétique, etc. Merci pour votre attention. Peut-être y a-t-il des questions pour les deux versions de la microtaxe. Ensemble, nous pourrions y répondre. Je n'ai pas de micro. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Marc Chenet? On peut le remercier encore pour son exposé. Une question? Oui, là-bas, allez-y. Regarde là-bas. Oui. Allez-y. Jean-Marc, regarde là. Oui, merci. Donc, ma question de tout à l'heure, je la poserai plus tard. Parce que là, je vais essayer de faire un lien entre les deux projets de microtaxe. Et donc, moi, en tant qu'adhérent d'Attaque, moi, je peux être que d'accord avec les propositions, les objectifs de Marc Chenet pour la microtaxe. Seulement, donc, les finances, mettre un grain de sable, etc., trouver des nouvelles sources pour financer tous les projets qui vont arriver maintenant, en particulier pour le climat. Donc, on peut être que d'accord. Par contre, ça, en priorité, c'est ce que j'avais compris sur Internet. D'ailleurs, c'est la TVA, c'est le revenu. Mais le projet de Concarneau, c'est complètement autre chose. Ça s'attaque à ce qu'on considère, nous, à du revenu des salariés, à du salaire, comme il a été dit tout à l'heure. C'est du salaire différé, c'est les salariés, c'est pris sur la masse salariale, c'est l'activité économique qui finance cette masse salariale, et les cotisations salariales et patronales, ça constitue du salaire, enfin, un salaire différé pour notre santé, pour notre retraite. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, ça existe depuis très longtemps, sauf qu'avant la guerre, les allocations de protection, les allocations sociales étaient gérées par le patronat. Et ça n'a pas marché. Et donc, après la guerre, les gaullistes et les communistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont donné la gestion de la sécurité sociale aux salariés. Et depuis, en fait, on ne cesse, depuis réforme après réforme, on ne cesse de faire peur aux gens, comme vous l'avez fait, en disant il y a un trou, hein, il faut arriver à s'en finir avec ce trou. Or, ce trou, avouez-le, vous avez cité vous-même 2, 3, 4 milliards. Ça représente quoi par rapport à la masse, à la finance de la protection sociale? Et donc, on a cessé en faisant peur aux gens, en disant il faut trouver une solution. Et de réforme en réforme, en fait, on arrive à ce que la sécurité sociale a de moins en moins de finances. Et donc, la conséquence, c'est qu'en fait, on rembourse de moins en moins aux gens.
Et en fait, les gens sont obligés de faire de plus en plus appel à des complémentaires, à des assurances, à des mutuelles. Et donc, en fait, les gens sont obligés de se financer eux-mêmes. Donc, en fait, on perd en essayant de supprimer les cotisations salariales, patronales, ça correspond finalement à la perte du pouvoir d'achat. D'autre part, il faut quand même avouer que de réforme après réforme et d'exonération après exonération, parce qu'il faut être honnête, il faut dire que sur les bas salaires, le SMIC jusqu'à 1,6 du SMIC, il n'y a pas de cotisation patronale. Donc pour les entreprises, ça ne va pas changer énormément, la microtaxe ne va pas changer énormément de choses. Voilà, donc ça c'est de toute façon, je pense qu'on ne sera jamais d'accord. C'est pas grave, c'est pas le même jeu. On va pas discuter. Alors, c'est quoi la question? Ma question de tout à l'heure, c'était quand même, puisque ça rejoint, ma question de tout à l'heure, c'est qu'en fait, la microtaxe en France, c'est une taxe à la consommation. Et donc, il va falloir, avec la transition climatique, revoir nos modes de consommation. Et donc, comment ça va se passer là? Si on change, si on revient à la consommation locale, si on vient à des petites entreprises et des petits artisans autour de nous, où on va peut-être payer avec une autre monnaie. Je propose que les questions ne soient pas trop longues, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent comment on va traduire ça si on a de nouvelles modalités de consommation? Oui, ici. Ouais. Bon, oui, c'est plutôt centré, je pense, sur la microtaxe proposée à complément. C'est sur nous? La question, c'est sur la microtaxe française ou par... D'accord. Moi, je suis pas là pour... Bon, on va pas polémiquer. Par rapport à la microtaxe, je vois pas trop bien le résultat par rapport à l'écologie ou par rapport à la transition énergétique. Parce que quand on a fait voir le tableau tout à l'heure sur la microtaxe sociale, et je redis bien, on ne remet pas en cause par rapport à la couverture sociale, on ne va pas refaire le débat, mais la couverture sociale reste, et elle n'est pas remise en cause. Simplement par rapport à la transition énergétique, notre microtaxe française, elle aussi, permettrait de dégager un différentiel pour couvrir aussi la transition énergétique. Aujourd'hui, il est où le budget de la transition énergétique? On l'a pas. Est-ce que vous l'avez, vous, le budget là? Moi, je l'ai pas. On l'a pas en France aujourd'hui, parce que la preuve en est, c'est qu'on voulait créer une taxe carbone pour pouvoir créer la transition énergétique. Il n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être, ils vont répondre après, on va laisser la place à Alexandra et M. Bézombre, et c'est un des projets du président de la République de créer une banque climat pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques. Voilà, c'est pas notre microtaxe, on va aider nous en partie, mais c'est donné aux États aussi de prendre la responsabilité sur le vrai financement de la transition énergétique. Nous, on apporte notre contribution, et je pense qu'après, chaque citoyen peut aider à la transition énergétique dans son acte responsable, mais dans le financement, c'est plus à l'État. Voilà. Moi, vous parlez d'écologie en parlant de la transition énergétique uniquement, mais on a aussi un problème avec la surexploitation des ressources naturelles aujourd'hui. Et si on base tout sur la consommation, sachant qu'aujourd'hui déjà on surconsomme nos ressources naturelles, et il y a un moment où ça ne va pas le faire, on a des métaux rares, on a une surconsommation du pétrole, on voit ce qui se passe avec la biodiversité, les animaux aujourd'hui qui sont en chute libre. Donc on se base, on taxe sur la consommation. Est-ce qu'on est sûr qu'on va pouvoir maintenir un niveau de consommation comme on l'a aujourd'hui? Personne ne nous le dit, et bien au contraire, tous les signaux montrent aujourd'hui que la consommation, si on ne la réduit pas, la nature va nous l'imposer. Je suis d'accord avec vous, mais la consommation, on l'a bien tout à l'heure, Bertrand l'a dit, on ne cherche pas de la surconsommation. On est parti sur des moments existants, sur ce que aujourd'hui, est-ce que payer un prêt immobilier c'est de la consommation? Est-ce que payer son loyer c'est de la consommation? Est-ce que payer son essence, oui, c'est de la consommation et c'est un besoin pour aller travailler? On ne cherche pas la surconsommation. On est parti sur des moyens. On est déjà dans la surconsommation. Comment? On est déjà dans la surconsommation. Donc partir sur les niveaux aujourd'hui de consommation actuelle pour parler finalement on va taxer les mouvements financiers actuels, mais aujourd'hui on surconsomme déjà. Quand on paye un prêt immobilier, on paye notre maison.
Oui. On paye aussi des intérêts, bien sûr, on est d'accord, mais à la base, on paye notre maison. Cette maison, elle a été fabriquée. Si on se rachète une nouvelle maison, on utilise des nouvelles ressources naturelles. Voilà. Si on se rachète un nouveau téléphone, on utilise des nouveaux métaux rares. Si on se rachète, je sais pas, si on achète une nouvelle tomate, à chaque fois, finalement, Brièvement, je suis d'accord avec vous, mais bon, je l'ai dit au début, la microtaxe n'est pas la solution magique à tous nos problèmes. Donc là, on essaie de s'attaquer à un type de problème, avec 2 versions différentes. Mais les problèmes que vous mentionnez sont essentiels, il va falloir trouver des solutions, tout à fait d'accord. L'énergie, comment se fait-il que nous utilisions encore aujourd'hui autant d'énergie mortifère, le pétrole, l'énergie atomique, etc. Là, il va falloir trouver une solution, et la microtaxe ne va pas répondre à cela. Il va falloir utiliser l'imagination, effectivement, et proposer. On sait dans quelle direction on doit aller, d'ailleurs. Les responsables politiques n'y vont pas. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrête d'utiliser du pétrole pour les bouteilles en plastique et les verres en plastique que vous avez sur vos tables. Par exemple, utiliser du papier pour tous les papiers qu'il y a sur toutes les chaises de toute la salle, alors qu'on est, je sais pas, une centaine. Ça n'a pas aucun rapport parce qu'on le fait tous un peu chaque jour. Et non, si ça a un rapport. Ça a un rapport. Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à vivre dans un monde écologique, la microtaxe ou pas, ce sera même pas le problème. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une responsabilité civique de tout le monde. Mais comme disait Marc Chenet, c'est peut-être pas nous, la microtaxe, qu'on aura toute la solution. On va laisser monter après Alexandra et M. Maison qui vont nous parler de la transition énergétique et qui vont nous sensibiliser. Mais on ne peut pas aujourd'hui, ce soir, apporter, et notre microtaxe n'est pas là pour répondre à toutes les réponses qui n'ont pas été données pour les... Voilà, c'est tout à fait. Voilà, mais chacun a sa priorité. Nous, on met en place le pouvoir d'achat des Français. Pas de contradiction. Voilà. Pas de contradiction. Chacun voit sa répartition. C'est pas grave, ça. Bon, s'il n'y a plus de questions dans la salle, on va laisser la place une dernière et après on laisse la... Vous pouvez monter, hein. Alexandra, Alex, monte avec M. Maison, vous pouvez venir, sinon on ne va pas y arriver. Ouais. Bon, Oui. De quoi? De la microtaxe? Ah non, mais de toute façon, les banques, on les a pas contactées pour la microtaxe. Nous, au niveau en France. Les banques, il y a banques et banques. Les grandes banques sont contre, bien sûr. Mais enfin, la microtaxe n'est pas encore apparue sur le radar, on va dire. Mais elle serait contre, bien sûr. Les petites banques, après tout est possible. On a prévu dans notre projet en Suisse qu'elles soient rémunérées parce qu'elles vont jouer, ça va correspondre à une institution qui va jouer un rôle de percepteur. Le percepteur est rémunéré pour son travail. Donc une banque qui effectue un travail classique, après tout, va être rémunérée pour ce travail. Pourquoi pas? Voilà. Ça aurait juste un rôle. Voilà. Une banque qui effectue, par une grande banque qui effectue des transactions à haute fréquence, à la milli ou à la microseconde, bien sûr, va être contre. Les bourses vont être contre. C'est ça. Voilà. Donc ça dépend le système. Le secteur n'est pas homogène. D'accord.